Alors, on avait fait une première vidéo en décembre 2019 sur la dépression. On avait défini la dépression et j'avais expliqué que c'était très compliqué de parler de la dépression parce qu'il y avait 1 milliard de formes de dépression différentes et qu'il fallait déjà revenir sur le diagnostic. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a provoqué que je suis aujourd'hui en dépression? Est-ce que c'est une dépression normale? Est-ce que c'est la dépression suite à la mort de quelqu'un et auquel cas c'est un deuil, c'est pas une dépression? Est-ce que j'ai été viré de mon emploi? Est-ce que mon couple est en train de partir en morceaux? Est-ce que on m'a diagnostiqué un cancer? Est-ce que je suis bipolaire? Est-ce que j'ai des traumas? Et donc du coup, tout ça, ce sont des formes de dépression différentes. Bah du coup, aujourd'hui, alors je sais pas si les gens avaient regardé la vidéo à l'époque, mais s'ils veulent bien faire la connexion avec la vidéo d'aujourd'hui, il faut qu'ils aillent regarder cette vidéo de l'époque, parce que comment on va faire la thérapie de la dépression? Ben, on va faire la thérapie en fonction du type de dépression. Il n'y a pas une thérapie pour toutes les dépressions de l'univers. Selon le type de dépression, on va avoir une thérapie spécifique. Donc du coup, on va repartir rapidement. On va faire un résumé ultra rapide de la vidéo de la dernière fois sur les différents types de dépression et ce qu'on va mettre en place. Donc non seulement différents types de dépression, mais également donc différents facteurs finalement en fait qui peuvent amener à une dépression. Exactement. Ok. Est-ce qu'on fait donc là maintenant ce petit rappel sur les différents types de dépression? Ok, ça marche. Donc, en gros, j'avais dit quoi? J'avais dit qu'il y avait, on va dire, 3 types de dépression. 4 types de dépression. Il y a la dépression due à un problème. Il y a quelque chose dans votre vie qui fait que vous êtes déprimé, licenciement, rupture amoureuse, décès. Okay, harcèlement moral, enfin tous les problèmes de la vie quotidienne qui vont à la fin user ton cerveau et faire que tu vas tomber en dépression. Ça, c'est ce qu'on appelle les dépressions réactionnelles. Après, il y a... Combien de temps il faut que ça dure? Il faut que tu sois déprimé depuis minimum 15 jours. Okay. Mais dans le cas du décès de quelqu'un, 15 jours, c'est quand même un peu rapide. C'est quand même un peu normal que tu sois déprimé. Donc là, on va attendre au moins peut-être 6 mois, 8 mois, avant de parler peut-être d'un deuil compliqué ou deuil chronique. Mais tu as des gens aussi qui, au bout de 3 semaines, déjà sont suicidaires. Ouais. Tu vois. Le deuxième type de dépression, ça va être les dépressions dites biologiques, c'est-à-dire dû au fait que tu as des apnées du sommeil, donc tu n'as pas de sommeil réparateur, donc tu tombes en dépression, ou que la thyroïde ne fonctionne pas bien, et là c'est quelque chose dans l'organisme, d'hormonal, de ce que tu veux, qui va entraîner que tu vas tomber en dépression. Il y a les dépressions dues à un trouble bipolaire, et là c'est sûr que si tu n'as pas diagnostiqué le trouble bipolaire, tu vas complètement passer à côté du diagnostic et tu vas te tromper. Et pour moi, le quatrième type de dépression, ce sont les dépressions qui sont plutôt dues à des traumatismes. Alors je ne parle pas du traumatisme qui vient de t'arriver là, je parle d'un traumatisme qui est de longue date, avec souvent un manque d'affection, des carences abandonniques, des abandons, qui vont tellement marquer ton cerveau à long terme que tu vas développer, des années après, un profil dépressif qui va tourner en boucle et qui va résister aux médicaments. Voilà, donc dépression réactionnelle à un problème maintenant, dépression physiologique due à un problème dans le cerveau ou les hormones, dépression due à un trouble bipolaire, et une dépression de type traumatique. Voilà les 4 pistes qu'on va développer aujourd'hui avec des différentes thérapies. Ça te convient? Parfait. Tu aimes? C'est parfait. Tu aimes quand c'est précis comme ça. C'est ton côté germanique. Hein. Voilà, et viking. Et viking. Et viking. T'as pas une tête de viking. Mais germanique non plus. Du coup, alors qu'est-ce qu'il existe comme type de thérapie? Je pense que ce soir on fera sans les commentaires sur Facebook. D'ailleurs, on les voit pas de toute façon. Je sais pas pourquoi en fait elles apparaissent plus. Ah, ils apparaissent plus? Ouais, mais elles apparaîtront une fois que la vidéo... parce que ça t'emmerde en fait. Une fois que la vidéo sera postée, elles apparaîtront. Ah, mais on peut pas dire bonjour aux gens? Non. On leur dit quand même bonjour. C'est pas là, t'as marqué bloquer tous vos interlocuteurs. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme différents types de thérapie? Déjà, je pense qu'on va commencer par éliminer, on va commencer par dépression biologique. Je vais terminer. Et dépression bipolaire. Dépression biologique. Ah, il y a les commentaires. Ah, merci. super. On a tous les membres du staff qui nous aident. Merci le staff. Alors, c'est toi qui t'occupes. Bon courage. Ok, super, merci. On va distinguer les épisodes dépressifs dus à la bipolarité. Hein. Voilà. Bon, Vincent a répondu. Donc, dépression réactionnelle, on va attendre un peu. Dépression trauma, on va attendre un peu. On va déjà exclure les deux autres. Une dépression qui est due à des apnées du sommeil ou qui est due à un problème hormonal, par exemple la thyroïde, c'est clair, on ne fait pas une thérapie. Et je pense que c'est le job d'un psychiatre, d'un médecin généraliste ou d'un psychologue d'être bien sûr que nous ne sommes pas dans un problème de dépression dû à un souci physiologique. Donc c'est bien de faire un test de thyroïde quand on est déprimé depuis pas mal de temps. C'est bien d'investiguer dans une clinique de sommeil s'il n'y a pas un problème d'apnée du sommeil ou de ce que tu veux qui provoque comme quand tu dors, la cloison nasale ou ce que tu veux, ou la luette ou la morphologie de ton visage fait qu'en fait tu n'as pas de sommeil réparateur. Et à la fin ton cerveau il s'use et qu'est-ce qui se passe? Tu fais une dépression d'usure par manque de sommeil réparateur. Ça, on n'y pense jamais à ce genre de truc, mais il faut penser à ce genre de truc. Tu as des personnes aussi qui vont dire moi je suis déprimé systématiquement une semaine tous les mois. Et là il faut rentrer dans la catégorie hormonale, ce qu'on appelle le syndrome dysphorique prémenstruel. Alors on ne va pas consulter pour dépression parce qu'il faut 2 semaines minimum, on avait dit,
pour être Oui. sur un diagnostic de dépression, mais les gens vont dire, moi je me tape 10 jours de dépression tous les mois, j'ai des pensées suicidaires, je vais pas bien, et là tu es vraiment sur un problème hormonal. Ok. Donc tout ça, on a répondu, c'est très chimique, c'est très médicamenteux, on exclut en thérapie, il faut juste faire attention à ne pas rentrer là-dedans. Donc c'est-à-dire que le À pas le psy rater. aussi en fait va faire cet examen-là. Bah, C'est ce le serait psy bien, qui ce va- serait qui bien va- que le psy fasse gaffe à évacuer le biologique avant de déduire que c'est psychologique. Ok. Donc Ok. en gros en fait il est en capacité en cas de pouvoir faire ça. C'est pas Exactement. forcément un médecin qui va faire ça. Bah, pour moi, je pense que le psychologue devrait quand même screener un petit peu, D'accord. faire une investigation un peu minimale avant de décréter que c'est forcément psychologique. Après, on a les dépressions donc bipolaires. Dépression bipolaire, c'est pas la peine de travailler en thérapie avec un patient si le diagnostic n'a pas été posé, que les médicaments sont pas mis en marche. Parce que si c'est le fonctionnement des neurones qui entraîne systématiquement ces phases de dépression à répétition, avec les hypomanies ou les manies, on vous renvoie vers la vidéo de 2019 sur le trouble bipolaire, bah, tu vas patiner dans la semoule. En tant que thérapeute, tu patines dans la semoule et ton patient ne va pas rater puisqu'il y a tous les neurotransmetteurs qui s'effondrent. Tu ne peux pas faire une thérapie pour stabiliser un patient puisque le problème n'est pas psychologique mais chimique. Donc il faut un diagnostic et un traitement thymorégulateur. Et une fois que ton patient il est relativement stable, tu vas regarder dans un second temps, est-ce qu'il y a des habitudes de vie sur les cycles de sommeil, sur l'alcool, sur la structuration des journées qui provoquent que le médicament n'arrive pas à tout stabiliser. Mais on ne fait pas d'analyse des comportements et d'analyse du fonctionnement de la personne tant qu'on n'a pas mis en place déjà un médicament. Sinon, ça me paraît une aberration. Que ce soit les gros troubles bipolaires ou la cyclothymie dont on a déjà parlé. Et donc là, on a évacué déjà ces deux pistes-là. Maintenant, on revient du coup sur le troisième, la dépression réactionnelle. Alors ça, la dépression réactionnelle, c'est quasiment le plus grand motif de consultation. Machin est décédé, mon couple ne fonctionne plus, mon entreprise est en train de s'effondrer, je subis un harcèlement moral, et tu as 1000 raisons de te taper une dépression. Surtout quand tu te rappelles, on avait fait un neurolive, je crois, sur le burn-out. On avait expliqué qu'entre le chômage qui augmente, le fait que tout le monde est surdiplômé, que pour un poste, tu as 50 candidats qui se battent, ben en fait, tu as une usure professionnelle du fait aujourd'hui de la violence du milieu de l'entreprise. En fait, ouais. Donc c'est un peu difficile de ne pas faire une dépression. Quelqu'un de 55 ans, il est dans une entreprise, il est malheureux, il sait très bien que s'il démissionne, il ne sera pas embauché ailleurs. Donc il sait qu'il est parti encore pour 10 ans à mourir et à végéter dans cette entreprise. Donc il y a 1000 raisons de faire une dépression. Et là, pourquoi ça va être extrêmement compliqué? Parce qu'il va falloir qu'on analyse quel est le contexte qui provoque que cette personne est déprimée. Pourquoi elle est déprimée? C'est son environnement qui la déprime? Cet environnement est naturellement déprimant? Ou c'est sa gestion du problème? Est-ce qu'elle est suffisamment outillée? Et là, on va revenir au NeuroLife sur l'affirmation de soi. Est-ce qu'elle a suffisamment de techniques pour défendre son territoire et mettre l'autre à distance? Et si tu ne défends pas ton territoire, forcément tu te fais constamment agresser, donc tu ne peux pas sortir de la dépression. Est-ce qu'il y a suffisamment de techniques de résolution de problème? Est-ce que la personne s'est posée à un moment, je vais voir les syndicats, je fais intervenir l'avocat, j'attaque au prud'homme, je divorce, je vais voir la police? Parce que tant que tu ne mets pas en place des actions réelles sur le quotidien, tu ne peux pas diminuer la façon dont le contexte t'avale et t'étouffe. Dans un contexte de deuil, la base, j'étais en train de lire ce bouquin ce matin avant que tu arrives, parce que tu es arrivé à 6h30 du matin pour pied le frigidaire. Pas pour le petit déjeuner. Pour le petit déj, c'est que souvent on a des gens qui disent ah bah voilà, je vous ai ramené ma gamine, sa grand-mère est décédée il y a 3 jours, boum, je vous la mets en thérapie. Mais on va pas commencer une thérapie pour un deuil parce que la gamine elle est déprimée, c'est absolument normal, sa grand-mère vient de décéder il y a 3 jours. À quel moment on va dire qu'une thérapie est pertinente pour un décès? J'en sais rien, parce que tu as un phénomène de deuil qui est complètement normal et que la personne soit déprimée, pleure, pense constamment toute la journée à la personne qui est décédée, c'est normal les premiers jours et les premières semaines. C'est différent de ça fait 6 mois qu'elle est déprimée, qu'elle pleure, qu'elle n'est pas capable de reprendre une vie normale. Donc dans les cas de décès, il va falloir investiguer à quel moment on est dans un deuil normal et à quel moment on commence à arriver dans un handicap clair. Dans le cadre d'une rupture amoureuse, ça c'est très compliqué aussi. Les ruptures amoureuses, c'est une rupture nette et je déprime parce qu'on n'a pas eu de conversation sur pourquoi on s'est séparés, ou c'est parce que j'ai envoyé un courrier, elle ne veut pas me répondre, ou en même temps on continue à sortir ensemble et à coucher un petit peu ensemble. Alors paradoxalement, officiellement on est séparés. Ce sont des situations où tu romps les attachements, mais en même temps tu les maintiens. Donc on va revenir sur le contexte. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? C'est ça. Et moi, la petite technique que j'aime bien, qui est un gros classique, c'est si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez? Et là, la personne te dit, bah, j'aimerais bien que mon patron dégage, j'aimerais bien avoir plus de compétences au travail, j'aimerais bien avoir les coups des francs, j'aimerais bien avoir une dernière conversation. Et là, tu comprends vraiment quel est le problème. Et tu vas pouvoir commencer à travailler avec ton patient sur les outils que tu vas lui donner. Affirmation de soi, pleine conscience, résolution de problèmes, décentration comme dans la pleine conscience,
pour l'aider à avancer. Donc Donc, déjà, la en dépression fait, réactionnelle, 1000 problèmes égale 1000 techniques différentes. d'où l'importance en fait d'investiguer le quotidien du patient pour voir déjà en fait par rapport à d'autres expériences de vie comment le patient s'en est sorti, comment il a fait pour Alors là, gérer tu ça. soulèves un point qui est hyper intéressant, c'est est-ce que c'est la première dépression du patient, est-ce que c'est la quatrième ou cinquième? Est-ce que chacune de ces dépressions était pour les mêmes motifs? Si la personne, 3-4 fois, elle a fait une dépression due à un problème professionnel, est-ce que c'est un problème d'affirmation de soi et elle se fait marcher sur les pieds? Est-ce que c'est un problème de burn-out? Et forcément, c'est le problème là, on ne va pas soigner la dépression. C'est que si cette dépression est la conséquence d'un burn-out, c'est le perfectionnisme de la personne qui la pousse à une surcharge professionnelle et la fout en burn-out. Si tu soignes la dépression, ben en fait, entre guillemets, tu es en train de vider la baignoire, tu as retiré la bonde là pour vider la baignoire, mais le robinet reste allumé. Ouais. Donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on appelle ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Diachronique, synchronique, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est qu'est-ce qui se passe depuis des années Quand la personne et qu'est-ce qui se passe là tout de suite maintenant pour essayer de comprendre Ok. qu'est-ce qui a pu provoquer cet état chez la personne et est-ce que c'est un gros classique chez elle. Est-ce que c'est le contexte ou est-ce que c'est son fonctionnement? Ouais. Et on va mettre en place des techniques. Maintenant, sur ces dépressions, et là je reviens au trouble bipolaire, une fois que tu as mis un médicament en place, bah, parfois il y a des comportements qui maintiennent la dépression. Donc que ce soit une dépression réactionnelle, ou une dépression bipolaire ou ce que tu veux, quelqu'un qui n'a pas de structuration, c'est qu'il se lève à midi, et puis il prend sa douche 2 heures après, et puis il n'a pas de rendez-vous, et puis il fera peut-être la vaisselle ou il la fera pas. Puis comme il est déprimé, il n'a pas d'énergie. Je n'ai pas d'énergie, je ne suis pas motivé, même prendre une douche, ça me coûte énormément d'énergie. Là, on va faire ce qu'on appelle de l'activation comportementale. Vous devez absolument vous lever et prendre une douche. Et même si ça vous coûte énormément d'énergie, ce qui vous demande beaucoup d'énergie aujourd'hui vous en demandera moins dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, on va rajouter peut-être faire la vaisselle un peu plus souvent et faire une sortie. Ah, et on va commencer à rajouter de plus en plus d'activités dans le planning pour restimuler le cerveau. Je ne sais pas si tu te rappelles, je te coupe parce qu'il faut que je termine sur ça. Quand on était gamin, il y avait des épisodes, tu sais, de Mickey Mouse, de Donald. Il était dans une voiture, la voiture elle souriait bien évidemment. Puis d'un seul coup, la voiture elle s'arrêtait. Puis tu voyais Mickey ou Donald qui sortaient et qui prenaient un genre de cric, qui le mettait dans le moteur et qui tournait comme ça pour remonter le moteur comme si c'était un moteur à ressort. C'est exactement pareil le cerveau d'une personne dépressive. C'est que ce cerveau, il est tombé en dépression, il n'est plus stimulé. Comme il n'est pas stimulé, il hiberne. Le but de la thérapie, c'est de restimuler comportementalement le cerveau. C'est-à-dire que quand tu te lèves, tu prends ta douche, tu fais du ménage, tu fais des trucs, tu restimules ton cerveau. Alors bien évidemment, ça leur demande énormément d'énergie. Ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de motivation. Mais on a l'obligation de le faire pour restimuler le cerveau. C'est faire un massage cardiaque au cerveau. C'est exactement ça. Mais tout comme quand tu vois les patients à l'hôpital qui sont hospitalisés, le patient qui va être pour dépression, la personne qui est toute la journée dans sa chambre à regarder la télé, va avoir plus de difficultés à sortir de dépression que la personne qui va faire l'atelier peinture et le vélo. Et c'est pas une question d'énergie, c'est que même en n'ayant pas d'énergie, si tu t'obliges à faire un peu de peinture et un peu de vélo, tu restimules ton cerveau et tu vas sortir plus vite de l'hôpital. Donc l'activation comportementale est vitale. Dans l'activation comportementale, il y a la question du sommeil. Si tu te lèves entre 7h et 9h, eh ben, tu auras plus de motivation, plus d'énergie que si tu te lèves après-midi. À midi, tu es réveillé, mais, enfin, ton cerveau est réveillé, mais toi tu dors. Et en fait, tu as une rupture en termes de motivation et de rythme circadien. Plus tu te lèves tôt le matin, plus tu arriveras à dormir tôt le soir. Si tu te lèves à midi, 14h, tu vas être insomniaque jusqu'à 2h du matin. Et là, on a un problème de sommeil réparateur, c'est qu'à 2-3 heures du matin, tu n'as pas un sommeil aussi réparateur que quand tu te couches à 23 heures. Donc comme il n'est pas réparateur, tu vas faire une sieste l'après-midi. Et comme tu fais une sieste l'après-midi, tu es dans le pâté, tu n'es pas motivé et tu maintiens ta dépression. Donc on tourne en boucle. Est-ce que du coup, justement là, ça serait pas le bon moment pour dire que le médicament ne fait pas tout? Parce que parfois, en fait, on peut entendre, tu vois, des patients qui vont dire pourtant, je prends des médicaments, pourtant, je suis sous antidépresseur, mais j'ai pas l'impression en fait que ça va mieux. Alors, oui et non, c'est sûr que le médicament ne fait pas tout, parce que le médicament, si tu ne te lèves pas le matin, tu ne prends pas ta douche et tu t'imposes pas un rythme, c'est sûr que le médicament, ça ne marchera pas. Mais il y a des patients qui te disent très clairement qu'ils ont beau faire des efforts, ils n'évoluent pas. Soit parce que le médicament n'est pas assez fort, soit parce que la molécule est à côté de la plaque, parce qu'on s'est trompé de diagnostic. C'est que ta dépression, elle peut être due à la sérotonine dans le cerveau, mais elle peut être due à la dopamine. Donc il faut rajouter des médicaments qui ne sont pas des antidépresseurs, ou ça peut être une dépression bipolaire, auquel cas il faut du lithium, du lamictal, tout ce que tu veux. Et si tu n'as pas compris le diagnostic, tu ne donnes pas la bonne catégorie de médicaments, et ton patient peut faire des efforts de se lever le matin et compagnie, ça ne marche pas parce que son cerveau n'est pas régulé par le médicament. Donc il faut le bon médicament parmi toutes les classifications, et derrière, se lever le matin et compagnie. Ça peut toujours arriver de toute façon, qu'il y ait erreur de diagnostic, ou... c'est souvent le cas. Hein. Bon,
c'est souvent le cas. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'un diagnostic a été posé qu'il faut s'arrêter là et qu'il faut arrêter en fait de communiquer avec le praticien. Il faut toujours communiquer avec le praticien parce qu'il faut voir justement si oui ou non en fait, il y a amélioration ou pas significative chez le patient par rapport à ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Moi pourquoi en fait je voulais dire que c'est pas le médicament qui fait tout, c'est parce que par exemple, là, tu vois, tu parles de thérapie où en fait on apprend aux patients à comment finalement en fait de retrouver, je vais généraliser, une bonne hygiène de vie. Exactement, c'est l'hygiène de vie et les cycles de sommeil. Ouais. Le médicament, l'impression que j'en ai, c'est que le médicament en fait va être un coup de boost, on va dire, pour rendre réceptif davantage le patient, biologiquement parlant. Et puis après, c'est au praticien de lui montrer comment il faudrait faire, à travers justement différentes stratégies, différentes thérapies, comment il faut faire pour que concrètement ça aille mieux au fil du temps. Il y avait une question tout à l'heure sur Instagram, est-ce que la dépression peut être héréditaire? Dans le cadre d'un trouble bipolaire, très clairement, tu es sur une dépression héréditaire. C'est que les gens bipolaires vont avoir plus de risques d'avoir des enfants bipolaires que les gens qui ne sont pas bipolaires. Donc si on transmet une biologie bipolaire, forcément on transmet une dépression héréditaire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour enlever le stress? Lulu parfaite, nous ne sommes pas sur un neurolive du stress. Le stress, c'est le stress. Donc je te renvoie au neurolive qu'on avait fait sur le stress. Tout à fait. Je crois qu'on a fait un sur le stress. Pas sûr, mais ah ouais. Ah, je crois bien. Bon, mais là, on est sur la dépression. Et la dépression, c'est la tristesse, c'est tout ça. C'est vraiment la tristesse. Je suis déprimé, j'ai envie de mourir, il n'y a plus d'intérêt à rester sur la planète Terre. Là, le stress, c'est je vais passer mon permis de conduire, j'ai des examens, je suis stressé, c'est-à-dire il y a comme un challenge, il y a un danger. Bon, là, on n'est pas l'émotion qui prime, là, c'est l'anxiété. C'est le fait d'être pressurisé. La dépression, c'est la tristesse et l'accablement qui diagnostic différentiel entre stress et anxiété, qu'est-ce qui différencie? Donc, il faut donc le bon diagnostic. Salut, il faut les bons médicaments. Il faut se lever le matin, s'activer, stimuler le cerveau. Okay, il faut faire attention au rythme de sommeil. Il ne faut pas de sieste l'après-midi. Puis il y a un autre truc qui est super important, il ne faut pas rajouter de l'alcool par-dessus. Parce que si tu rajoutes l'alcool petit 1, tu attaques le foie et les médicaments ne sont pas avalés par le foie et ne sont pas redispatchés dans le cerveau. Et petit 2, l'alcool excite le cerveau et après reprovoque de la dépression. Donc tu tournes en... Mais il faut faire attention à la thyroïde, il faut faire attention aux apnées du sommeil. C'est ça, l'alcool va fourvoyer finalement en fait, le cerveau. Et, du coup, important parce que tu vois, tu as dit que finalement, en fait, lorsqu'on est en dépression, c'est un cerveau qui hiberne. D'où l'importance en fait, de redonner vie, de stimuler le cerveau. Alors après, évidemment, quelqu'un qui est en pleine dépression n'a pas envie d'être stimulé. T'as pas envie, tu dors jusqu'à midi. C'est ça, exactement. Tu dors jusqu'à midi, t'as pas envie de manger, tu refais encore une sieste l'après-midi, donc tu fais exprès en fait que ta journée elle passe pour que tu restes dans finalement en fait ce cercle vicieux de bah voilà, ma vie c'est nul, je sers à rien. Comment tu peux faire finalement en fait pour du coup toucher le patient? Comment c'est possible de rendre le patient réceptif par rapport à ce que toi tu voudrais lui apporter? En fait, moi je leur dis, n'attendez pas d'être motivé pour sortir de dépression. La motivation, elle est abîmée par la dépression. Donc moi j'ai pas des moyens pour relancer votre motivation, vous pousser à faire les exercices et qu'après coup vous soyez moins déprimé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez faire les exercices qui vont réduire la dépression et la motivation va revenir. Il y a un ordre, il y a une séquence. Mais la motivation ne peut pas revenir par magie quand tu es déprimé, c'est pas possible. Puis finalement, en fait, un patient qui vient te voir, par définition, ça veut dire qu'il est quand même un minimum motivé parce qu'il vient quand même te voir. Ouais. Il a fait quand même l'effort de venir te voir. Donc je pense que même là, en fait, il y a une prise de conscience, dans le sens où la preuve même que en fait, vous venez me voir est une preuve comme quoi vous voulez quand même vous en sortir. Si le patient n'est pas capable de se lever à 9h le matin et de prendre sa douche, c'est peut-être simplement que les médicaments ne sont pas assez forts. Ouais. Ou alors simplement qu'on lui a demandé trop. On lui a dit vous levez à 7h, vous allez prendre votre douche, vous allez faire vos courses, vous faites la vaisselle, vous faites du vélo. Et là, le patient dit mais attendez, j'arrive déjà pas à prendre ma douche tous les jours, si en plus je dois faire du vélo et faire des courses. Non, là, la thérapie est trop dure. Donc il faut qu'on fasse comme on peut. Il y a un autre point qui est très important dans la vidéo qu'on avait fait sur la pleine conscience, c'est que ce qui est très important aussi, c'est de permettre au patient de ne pas écouter ses pensées dépressives. C'est toute la journée, il est dans son canapé ou il est dans son lit et il rumine. Pendant que tu rumines, tu maintiens ta dépression. Là, on veut qu'il soit un peu plus sur la télé. Alors quand tu es déprimé, tu as beaucoup de difficultés pour lire parce que les capacités de concentration et d'attention sont mauvaises, mais tu peux écouter la télé, tu peux sortir un peu dans la rue, tu peux faire un peu de vaisselle. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un cerveau suffisamment occupé pour ne pas être disponible pour la rumination. Alors quand tu es super méga déprimé, ça marche pas. Parce que la dépression est tellement intense que tu n'arriveras pas à te déconnecter des ruminations. Mais quand tu es dans une dépression qui a été un peu améliorée par le médicament, qui a été un peu améliorée par le fait de te lever le matin, tu as un peu moins de dépression, là les patients vont sentir qu'ils ont plus d'énergie, plus de capacité et que leur cerveau est moins violent. Et là ils vont réussir à moins écouter
les ruminations. Dès qu'il y a une rumination qui arrive, qu'est-ce que ça raconte? Je m'en fous. Qu'est-ce que ça raconte dans la télé? Qu'est-ce qui se passe dans la musique? Et ce qu'on appelle le mécanisme de diffusion cognitive dont on avait parlé dans la pleine conscience, c'est vraiment le protocole de pleine conscience où on se déconnecte des pensées parce que c'est une mygale qui t'attire dans sa toile d'araignée. Ouais. Si tu n'écoutes pas les pensées, forcément c'est plus facile de sortir de la dépression. Et c'est une technique qui va être très efficace pour éviter de tomber dans la prochaine dépression. Mais on accepte quand même qu'on puisse avoir des pensées ruminantes. Ah bah elles viennent de toute façon, c'est le cerveau qui les envoie. Tu peux pas les empêcher de venir. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de patients. Tu peux ne pas papoter avec elles. Parce qu'il y a quand même beaucoup de patients qui vont être dans l'évitement, qui ne vont pas forcément, enfin dans le déni, qui ne vont pas reconnaître, qui présentent des signes cliniques de dépression. Donc est-ce que c'est fondamental ou pas déjà d'accepter en fait le fait qu'on puisse avoir des pensées ruminantes? Après, en gros, on accepte qu'on a ça pour après ensuite pouvoir occuper notre esprit, notre cerveau avec autre chose. Mais on sait quand même qu'on a ça. On sait que si en fait on nous laisse tout seul. Alors je sais pas si c'est accepter les pensées ou si c'est arriver à se rappeler que ça fait partie du diagnostic. Quand les patients te disent ouais mais ma vie elle est pourrie, puis j'ai raté mon mariage, et puis j'ai eu des diplômes qui n'étaient pas intéressants, je dis mais attendez, il y a 6 mois, est-ce que vous auriez posé les mêmes questions? Est-ce qu'il y a 6 mois entre nous, ça vous dérangeait? Et les patients disent non, il y a 6 mois, j'y pensais pas. Donc votre vie est pourrie et vous avez raison d'être déprimé, vous faites une dépression et votre cerveau profite de la dépression pour vous envoyer des débats qui ne vous intéressent pas quand votre humeur est normale. Faites gaffe, ça c'est de la propagande faite par la dépression. C'est pas l'état réel de votre vie. Est-ce qu'on peut ne pas faire de bilan sur votre vie en ce moment? Est-ce qu'on peut attendre d'être sorti de dépression pour regarder si vraiment vous avez raison de trouver que votre vie est pourrie? Mais là, ça rentre dans la psychoéducation, c'est-à-dire on explique au patient comment fonctionne sa maladie pour qu'il ne soit pas dupe des symptômes. Donc, attention diagnostic, attention les médicaments, attention faire des activités, attention les rythmes de sommeil, les siestes et compagnie, attention les ruminations, il faut s'en extraire. Mais j'avais dit aussi tout à l'heure qu'il y a un truc qui est important, s'affirmer devant quelqu'un qui te remet le nez dans le caca, et puis la résolution de problèmes. Quelqu'un aujourd'hui qui est dans une situation qui est compliquée, il va falloir évidemment qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va faire d'un point de vue pragmatique pour sortir de la situation. Tant qu'on n'aura pas un peu de maîtrise sur la situation, on ne peut pas sortir de la dépression. Et notamment, c'est tous les problèmes de professionnels, de couples, familiaux et compagnie, où là tu vas réfléchir, mais est-ce qu'on peut avoir un impact sur votre environnement, ou est-ce que vous pouvez vous positionner différemment? Parce que la façon dont vous vous positionnez aujourd'hui, j'ai l'impression que si vous ne sauvez pas votre entreprise, c'est un problème, mais vous n'êtes pas là pour sauver votre entreprise. Ce n'est pas votre job. Donc il va falloir se positionner autrement par rapport au contexte. Occuper le cerveau pour ne pas avoir trop de rumination. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Il y a quelqu'un qui parle de poireaux sur Instagram. Est-ce qu'on a le droit ou pas et encore dans la chance, on n'a pas encore Damien qui s'est connecté. Ah oui. Est-ce qu'on peut ou pas finalement se dire on met entre guillemets notre vie en stand-by pour pouvoir davantage se focus sur nos qualités, sur toutes les choses qui vont... Mais en dépression, c'est même pas la peine d'espérer. Voilà. En dépression, tu n'es pas dans un côté « Ah, je vais réfléchir à... » Non, tu as une machine à laver négative, c'est vraiment un pélican, tu sais, qui est pris dans la mer Noire, il y a du pétrole partout, il en a plein les plumes, et en fait, il n'arrive plus à fonctionner, il n'arrive plus à s'envoler. Pourquoi du coup, justement, je dis ça? Parce que la plupart du temps, je sais pas, quelqu'un et tout dans son entourage va avoir quelqu'un qui, apparemment et tout, est en train d'être dans un état dépressif. La plupart des gens, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont dire mais non, regarde-toi, t'as une belle maison, t'as une belle femme, t'as un beau mari qui t'aime, t'as des enfants qui t'aiment, t'as une Eurolive, pourquoi? Ça marche pas. Ça marche clairement pas. Ça marche pas. Ça, c'est clairement des gens qui... En fait, si tu préfères, c'est comme si on essayait de raisonner la dépression avec un cerveau qui n'est pas déprimé. Moi, je suis pas déprimé. Comme je suis pas déprimé, je pars du principe que toi, ce que tu me dis, c'est faux. Tu devrais raisonner comme moi. Mais non, ça, c'est ne pas avoir compris ce que c'est qu'une maladie. Je sais pas, tu te pètes le bras, je te dis t'as pas raison d'avoir mal. Bah oui, parce que toi, t'as pas le bras cassé et moi, j'ai le bras cassé. Donc, à nouveau, c'est ce qu'on avait dit, je crois, dans un autre Neurolive. Quand on n'est pas au courant de comment fonctionnent les pathologies mentales, on ferait mieux de fermer sa bouche. Ok? En toute bienveillance. En toute bienveillance. Mais on ne dit pas à un dépressif, bouge-toi, ta vie, elle est bien. Ça marche pas. Il est, au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau, il est déprimé. Il voit l'avenir bouché, il voit pas ce qu'il fout sur la planète Terre, il a des pensées suicidaires, il se sent seul au monde même quand ses amis sont là, et ça rumine. Et comme ça rumine, le cerveau émotionnel, on va dire, il est tellement puissant que l'information, elle ne pénètre plus. Donc le but, c'est d'activer le cerveau, comme j'ai dit, on met le truc et on remonte le moteur de la voiture, on fait attention au sommeil, et on se méfie comme de la peste des ruminations. Après, il y a un autre point qui est très important, donc c'est la résolution de problèmes dont je parlais. Et le fait de changer de positionnement. Ça me paraît extrêmement important de changer de positionnement. C'est-à-dire de réfléchir avec la personne, est-ce que la façon dont vous voyez la situation est pertinente?
vous le voyez sous un certain éclairage. Et je pense que la façon dont vous le voyez, c'est justement ça qui fait que vous êtes dans l'impuissance et vous déprimez. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir la chose? Ça marche si ta dépression, elle est réactionnelle. Si c'est une dépression bipolaire, rien du tout. C'est les neurotransmetteurs. Si c'est les apnées du sommeil ou la thyroïde, niette. C'est pas un problème de positionnement. C'est clairement un problème de... T'as vu? Boum, on a eu la lumière. Comme ça, d'un coup. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un gros classique de la façon dont on va essayer de se débarrasser de la dépression. Et il nous reste les dépressions traumatiques. Alors, avant ça, juste, il y a une excellente question de Marie Miou. Peut-on s'arrêter de penser? On ne peut pas s'arrêter de penser parce que le cerveau est une machine qui pense tout le temps. Même quand on dort, il rêve. Donc le cerveau est une machine qui tourne, qui tourne, qui tourne. Là, le problème de la rumination dépressive, c'est qu'elle est tellement puissante qu'elle t'attire. On ne sait pas, je marche dans la rue, ça pense, puis j'ai la possibilité de me dire, oh ben non, ça ne m'intéresse pas. Là, ça t'attire et ça t'attrape et ça te colle par terre. Donc la pensée dépressive, elle est tellement glue, tellement colle, que c'est très difficile d'arriver à s'en extirper. C'est pour ça que les médicaments sont nécessaires. Et c'est pour ça que la pleine conscience est intéressant sur des dépressions pas trop puissantes ou sur quelqu'un qui n'est pas déprimé et qui va faire la pleine conscience pour éviter la prochaine dépression. Mais il n'y a pas de mystère, il faut, la majorité des cas, des médicaments pour les dépressions de ce type-là. Alors justement, par rapport aux médicaments, bon après je sais que tu n'as pas forcément beaucoup envie de parler des médicaments, mais quand même moi je trouve ça vraiment important en fait d'en parler au moins un minimum des médicaments, parce que tu vas toujours avoir des personnes qui vont être extrêmement réfractaires à l'idée de prendre des médicaments, puis d'autres qui vont aller vraiment tout de suite vers des médicaments et qui vont avoir des attentes parce que justement ils prennent des médicaments. Est-ce que déjà la majorité des personnes qui vont être diagnostiquées, donc en train de passer une dépression, sont sous médoc ou pas? Ça dépend. Si c'est une dépression bipolaire, ça me paraît très difficile d'évoluer s'il n'y a pas de médicaments. Et quand les gens disent je veux m'en sortir sans médicaments, je leur dis non, arrêtez, vous avez un trouble bipolaire, n'essayez même pas de croire que vous irez mieux sans médicaments. Donc c'est un peu... pas prendre de médicaments, ça fait le jeu de la maladie. Ok. Donc en gros, en fait, ça veut dire quoi? C'est comme si en fait, je sais pas, tu t'es cassé la jambe et tu veux pas mettre de plâtre. Exactement, tout à fait. Par contre, sur une dépression réactionnelle, oui, il ne faut pas soigner toutes les dépressions à coup de médicaments. Mais ça dépend aussi dans quel état est la personne. Si la personne a du mal à se lever le matin, elle a des crises de larmes, prendre sa douche c'est compliqué, et qu'elle a la boule d'angoisse à l'idée d'aller au travail, il va peut-être falloir évidemment qu'on lui donne un médicament et qu'on peut-être on réfléchisse à un arrêt maladie. Mais donner des médicaments parce que la personne vient d'enterrer sa grand-mère 3 jours avant, non. Là, tu mets un médicament sur un processus de deuil. Et il y a un autre problème, c'est qu'il y a des études qui ont montré que quand tu prends un médicament, le temps que le médicament fasse effet, 4 à 5 semaines, parfois le problème lui-même s'est résorbé. Donc, c'est le médicament qui a fait effet ou c'est la situation qui a évolué. À nouveau, quelqu'un qui a un problème professionnel tel qu'il commence à avoir des pensées suicidaires, ça me paraît dommage de ne pas donner de médicament. D'où l'importance donc de vraiment échanger, d'être transparent un maximum avec le praticien qui vous a reçu, avec le médecin qui vous a reçu, du coup si vous a préconisé des médicaments. Est-ce que les médicaments c'est à vie ou pas? Non, si c'est un trouble bipolaire, ça peut être pendant de longues années. Si c'est consécutif d'un problème qui vient de t'arriver là, c'est jusqu'à la résolution de ce problème ou jusqu'à le fait que ta dépression se résorbe. Après, quand ta dépression se résorbe, si tu arrêtes le médicament tout de suite, tu fais un sevrage. Donc il faut garder quelques mois de plus pour éviter de rechuter. Maintenant, il y a un autre point qui est super important que je voulais aborder aussi, c'est que il y a des psychologues et des psychiatres aussi qui ne veulent pas donner de médicaments, qui sont tellement dans l'optique la thérapie. Non, désolé, il y a des thérapies qui ne pourront fonctionner que si le cerveau du patient peut comprendre la thérapie, peut intégrer ce que tu dis. Mais quand tu es déprimé, si la thérapie te paraît, déjà si le thérapeute parle, ça fait blabla parce que ton cerveau ne comprend rien, ça sert à rien. Et si ce qu'on te demande c'est trop dur, tu n'as pas les ressources de le mettre en place et que tu es tellement déprimé que tu ne peux pas faire ce que le thérapeute te propose. Et là, il va falloir des médicaments. Mais tout comme il faut se méfier aussi des psychiatres et des médecins qui vont tellement catapulter du médicament que tout est médicament et derrière on ne réfléchit pas plus. Alors ça veut dire dommage parce qu'il faut de la résolution de problème parfois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en gros, on s'inquiète. Si par exemple, je sais pas, le psychiatre, on a eu 3 questions, après on va pouvoir y répondre. Si là, par exemple, le psychiatre, au bout de 10 minutes, c'est bon, il balance des médicaments, c'est inquiétant? Moi, je trouve que c'est un peu étonnant de faire un diagnostic en 10 minutes. Quand tu regardes le NeuroLive qu'on a fait en décembre sur la dépression, on a passé 1 heure à expliquer toutes les formes de dépression. Et je pense que ça prend déjà du temps dans un bureau de pouvoir être sûr que c'est celle-ci et pas une autre. Donc, dégoupiller comme ça le médicament en 10 minutes. Ça arrive, ça arrive malheureusement. On entend des psychiatres qui vont comme ça poser un diagnostic au bout de... ou même certains psychiatres. Tu te rappelles, je le dis de 20 minutes, 30 minutes, vont balancer un diagnostic. Après, je le dis assez souvent, mais on le dira jamais assez. L'étude dont on avait parlé dans le NeuroLife sur le trouble bipolaire, tu te rappelles? Cette étude d'il y a 10 ans, 450 médecins généralistes et médecins psychiatres, 2000 et quelques patients,
qui présentaient une dépression récurrente, donc plusieurs dépressions dans la vie, ou dépression qui a résisté à 3 antidépresseurs, on avait 70% de patients bipolaires qui étaient passés entre les mailles du filet. Donc, médecin généraliste, je crois qu'on était à 70%, médecin psychiatre 68%, à 2% d'intervalle, tu as 70% des patients qui ont reçu un mauvais diagnostic et qui restent pendant des années en errance comme ça médicale parce qu'on n'a pas été foutu de mettre un bon diagnostic. Bah, c'est pas normal. Non. Donc, dégoupiller ou sortir comme ça une ordonnance en 10 minutes, ça me paraît un peu dommage. Donc là, on a parlé, sauf si alors peut-être que du coup, il y a d'autres. Alors je vais regarder en fait, parce qu'il me semble qu'il y a d'autres questions par rapport aux médicaments. Peut-on prendre des médicaments sans savoir d'où vient la dépression? Bah, moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si c'est une dépression bipolaire, rajouter des antidépresseurs, ça augmente le risque suicidaire. Donc c'est pour ça que c'est pas une bonne idée. Tant qu'on n'a pas la certitude. Un truc que j'aime bien, tout est bipolaire, tant qu'on n'a pas prouvé que ça l'était pas. Parce que c'est tellement grave d'avoir des antidépresseurs quand on est bipolaire qu'il vaut mieux être acharné et obsessionnel sur le diagnostic des bipolaires. Après, une fois qu'on a vu que ça n'était pas bipolaire, donnons des antidépresseurs. Mais donner un antidépresseur pour booster la personne et l'aider à faire la thérapie, oui. Mais s'il n'y a pas de résolution de problème, la personne est dans une entreprise qui ne fonctionne pas. Elle déprime du fonctionnement de l'entreprise. Tu lui donnes un antidépresseur, tu ne l'as pas aidé à régler le problème de l'entreprise. À quel moment il va voir les syndicats, à quel moment il prend un avocat. Une femme qui se fait taper dessus, à quel moment on va réussir à l'aider à se mettre en sécurité. L'antidépresseur ne va pas empêcher son mari de la frapper. Donc il faut quand même qu'il y ait une décision au bout d'un moment. Alors attention, par contre, du coup, parce que voilà, en donnant comme ça en fait des antidépresseurs, on peut aussi parfois avoir l'effet inverse, hein, c'est ce qu'on disait là avant la vidéo, surtout sur les premiers jours, les premières semaines, donc après prise du médicament, donc le début du médicament, parce qu'en fait on peut avoir des passages à l'acte quelques jours après le début de la prise de médicaments. Donc idéalement, donc si vous savez que donc quelqu'un est sous antidépresseur, il vaut mieux quand même ne pas le laisser tout seul. Mais tout comme à nouveau, les antidépresseurs, quand ils sont bien prescrits, ne sont pas un problème. Le problème, c'est le mauvais diagnostic, c'est pas le médicament. Mais ce qui arrive quand même assez souvent. Comment peut-on amener une personne dépressive à voir un psychologue ou prendre des médicaments? C'est bien ça le problème, c'est que les gens, ils sont majeurs et vaccinés, et ils ont le droit total de ne pas vouloir être suivis. Et est-ce qu'on doit les punir? Non. Est-ce qu'on doit les abandonner? Non. Est-ce qu'on doit les bassiner avec ça? Non. Il faut qu'on respecte malheureusement le droit des gens de ne pas avoir envie de se faire suivre. C'est comme ça, malheureusement. Ils n'ont pas envie de se faire suivre, ils ne se font pas suivre. Mais c'est soit pour l'instant, soit parce qu'ils n'y croient pas, qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ne croient pas que le médicament ou la thérapie pourra les aider, ou parce que simplement ils ne sont pas encore assez handicapés pour estimer que c'est nécessaire. Et ça, malheureusement, on doit le respecter. Parce que si on les entraîne de force, on les entraîne de force, personne n'a dit qu'ils prendra un médicament après. Ouais, parce qu'il y a aussi le degré de plainte du patient en fait. Et puis quelqu'un qui est majeur, tu n'as pas le droit de rentrer dans le bureau avec lui, de toute façon il est majeur, donc tu ne pourras pas savoir ce qui se passe et si les médicaments sont avalés. Est-il normal de ne pas déprimer? Oh là là, oh dis donc, c'est la tectonique. C'était jamais arrivé. Et là on est en zoom, j'ai foutu un zoom. Ah ouais. Comment on fait pour retirer le zoom? Je sais pas du tout. Bon bah il y a un énorme zoom. Non, attends. C'est trop bien. Ah bah très bien. Ah, je savais même pas qu'on pouvait zoomer. Bah, c'est trop bien. Bah là aussi. Là aussi t'as zoomé. Mais c'est super ce qu'on peut faire avec 2 pouces. Heureusement qu'on a des pouces opposables. Mais parce que dans le règne animal, il y a plein d'animaux qui n'ont pas les pouces opposables. Alors est-il normal de ne pas déprimer malgré un terrain favorable? Y a-t-il des dépressions cachées? Je ne sais pas ce que c'est que ne pas déprimer malgré un terrain favorable. Terrain génétique favorable ou malgré un contexte compliqué? Il y a des gens qui ont une génétique tellement puissante qu'ils arriveront à encaisser le choc. Et on le voit, il y a des études sur les vrais jumeaux, les faux jumeaux, sur les gènes qui gèrent les transporteurs de la sérotonine, entre les allèles courts et les allèles longs, mais ça c'est l'histoire de génétique. Il y a des gens en fait, il leur arrivera plein de problèmes, ils encaisseront toujours les chocs. Et il y a des gens, il leur arrivera rien, directement ils tomberont en dépression ou en anxiété. Donc le terrain favorable, il y a des terrains génétiques qui nous protègent, des terrains génétiques qui ne nous protègent pas, et il y a des contextes qui font péter la génétique. Malgré un contexte, il y a des gens qui sont extrêmement résilients. Parce que parfois on a été éduqué aussi dans des familles extrêmement fonctionnelles, donc on sait qu'on est robuste, et parce que parfois on a des cerveaux qui encaissent très très bien les problèmes. Et est-ce qu'on peut faire une dépression cachée? La dépression cachée, je ne sais pas ce que c'est. La dépression cachée, c'est... C'est dans le déni. Franchement, quand tu es déprimé, tu as envie de te suicider, que tu n'as plus d'énergie, évidemment la maladie s'impose à toi. Mais est-ce qu'on pourrait appeler la dépression cachée? Je ne crois pas trop à ce concept. Moi, je dirais que la dépression cachée, c'était plutôt la dépression des hommes. C'est-à-dire que l'homme, il va plutôt avoir tendance à être plus irritable. Donc, il ne va pas avoir la tristesse, il ne va pas avoir la démotivation, il ne va pas avoir tout ça. Il va devenir plus irritable, plus insomniaque. Et on va dire, il n'a pas pris conscience qu'il était en dépression. La dépression de l'homme est majoritairement irritable. La dépression de la femme est majoritairement tristesse
larmes. D'accord. Donc c'est pas une dépression cachée. Après, tu peux avoir des gens qui sont tellement habitués à ne pas se plaindre, qui se sentent déprimés, mais ils vont retarder l'échéance en se disant, en gros, tant que je ne suis pas suicidaire, est-ce que je peux continuer à travailler? Rappelle-toi le neurologue sur le burn-out et l'autre neurologue sur le perfectionniste. Le perfectionniste, il est tellement programmé pour travailler, être une machine de guerre, que tant qu'il n'est pas les deux jambes cassées, il continue à bosser. Ça, pour moi, c'est pas une dépression cachée. C'est une difficulté à prendre soin de soi, alors qu'il y a quand même des éléments évidents. Et il nous reste la dépression traumatique. Ouais. La dépression traumatique, alors c'est pas là, il vient de me tomber dessus un traumatisme et je fais une dépression. Ça rentre dans les dépressions réactionnelles dont on parle depuis une demi-heure. Ce que j'appelle les dépressions traumatiques, ce sont ces personnes qui, à cause des attachements précoces, donc de la façon dont ils ont été aimés, câlinés, soutenus, protégés par les parents, il y a des carences affectives. Ça, tu sais, c'est les études sur les bébés singes de Bobby. Donc le bébé singe, il est avec sa mère, et quand sa mère n'est pas là, le bébé singe se laisse mourir. Il refuse de s'alimenter. Il y a eu des études aussi qui ont été menées sur les femmes qui avaient des enfants en prison. L'enfant se laisse mourir, il refuse de s'alimenter. Quand une infirmière s'occupe de lui, l'enfant il reprend vie. Donc la notion de comment on a été touché, aimé, protégé, câliné, fait qu'on enregistre derrière, soit on a un cerveau robuste, soit on développe une carence abandonnique, et cette carence abandonnique peut faire qu'on développe des dépressions très très graves quand il y a des ruptures amoureuses ou des rejets, quand on nous met à distance, mais aussi qu'on peut avoir une dépression au long cours qui n'en finit plus. Et cette dépression, tu peux mettre des médicaments, tu peux faire de la thérapie si tu veux, ça ne marchera pas, puisque cette dépression, c'est ton cerveau d'enfant qui continue à hurler d'être un jour aimé. Et là, tu viens vraiment dans la thérapie du trauma précoce. Il faudra qu'on en parle un jour, qu'on fasse un neurolive là-dessus, où tu vas... alors ça a un côté extraordinaire, la thérapie des schémas et le MDR, c'est que tu rentres dans les souvenirs traumatiques et tu modifies le scénario pour pouvoir en fait résorber la carence abandonnique. C'est des thérapies qui sont hallucinantes, qui sont extrêmement complexes, mais qui sont hallucinantes. Et en fait, en traitant tous les souvenirs traumatiques d'abandon, de rejet, et ben, au bout d'un moment, la personne, en fait, son cerveau n'a plus de carence affective. Parce qu'en fait, tu as bouché le trou. Okay. Et là, les médicaments, ça marche pas grand-chose. Alors, le médicament peut, entre guillemets, cadenasser la souffrance, l'empêcher que ça déborde et que ça aille plus loin. Le médicament pourra cadenasser, mais il ne pourra pas résorber. Alors ça, par contre, du coup, j'imagine que c'est, ça dépend aussi de la réceptivité du patient, non? Parce qu'il faut accepter qu'on vienne changer tes souvenirs. Alors, je pose la question. Je ne sais pas comment répondre à ça. Je peux la reformuler différemment. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des patients qui ne voudront pas manipuler les traumas parce qu'ils ont tellement peur de se retrouver face à des souvenirs violents et intenses qu'ils vont freiner des cas de fer. Mais c'est le boulot du thérapeute de sécuriser le patient et de lui dire ne vous inquiétez pas, on va s'arranger vous et moi pour que ce soit pas trop intense. Mais tu as des patients aussi qui ont tellement été éduqués de manière punitive, violente, marche ou crève, que pour eux, entre guillemets, désolé, ils doivent se remettre en cause. Je suis déprimé, il faut que je me donne un coup de pied au cul. Et tu te rends bien qu'ils ont intégré le discours des parents. Il y a des patients aussi où toutes les émotions sont anesthésiées par l'alcool, le cannabis, tout ce que tu veux, les benzodiazépines, et ils ont tout verrouillé, tout cimenté. Donc oui, ils peuvent freiner les cas de fer, mais pourquoi? Parce que derrière, il y a des émotions d'abandon qui sont effroyables. Et là, on va travailler en collaboration pour aider ces patients à accepter d'aller farfouiller dans les souvenirs. Mais si c'est bien fait, c'est pas violent. Mais est-ce que du coup, tu pourrais quand même en fait utiliser une autre forme de thérapie pour le même type de dépression? Alors moi, j'y crois pas du tout. Franchement, alors tu sais que je suis pro-TCC, j'adore la TCC, je fais de la TCC, mais la TCC pour le trauma, ça marche pas. Ou alors ce qu'on va faire en TCC, c'est de reprendre les techniques justement sur le fait de retourner dans les souvenirs. Okay. Alors que ça soit le MDR, la thérapie de la consolidation mémorielle, thérapie de la cohérence, l'ICV, le rescripting ou la thérapie des schémas, tout ça c'est la même chose, tu vas dans les souvenirs. Mais la TCC pour moi a plus récupéré ces modèles-là. Il n'a pas formalisé comme ça. Okay. C'est d'autres champs et maintenant on les avale. Maintenant les thérapeutes TCC qui travaillent sur le trauma ont plutôt tendance à utiliser ces techniques-là, c'est d'aller dans les images. Mais je sais très honnêtement, je ne sais pas. Mais si je suis open sur la question. Je ne sais pas comment on peut résoudre une carence abandonnique sans rentrer dans le souvenir de la carence abandonnique. T'en penses quoi, toi? Allez, pareil. Bon, on a du staff, nos experts qui allument la lumière, qui mangent les chips et qui nous disent je suis d'accord avec toi. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a développé ces modèles-là. Les TCC, années 50, la thérapie comportementale, années 70, thérapie cognitive, années 80-90, pleine conscience, thérapie acte, et au bout d'un moment, on voit bien qu'on n'arrive pas sur les traumas. Donc on rajoute
les modèles, Ouais, mais le non, mais- MDR, thérapie des schémas. mais Et si limite, on les a tant mieux. rajoutés, c'est que les modèles précédents ne fonctionnaient pas. Tant mieux, moi je pense que ça sécurise le patient finalement. Parce qu'en fait, tu viens avec une solution en disant, bah voilà, face à tel problème, moi je t'apporte en fait la solution et on va travailler ensemble pour que finalement en fait, on puisse sortir de cette situation problématique. Donc on est bien d'accord, il n'y a pas une seule forme de dépression, il n'y a pas une Non, technique voilà. magique pour toutes les dépressions. Il faut comprendre comment cette dépression s'est installée, comment elle est maintenue, pour pouvoir dégainer après là, une technique sur mesure. Mais il n'y a pas thérapie de la dépression, un bouquin thérapie de la dépression, ça me paraîtrait très Comme aberrant. d'habitude, personne n'a deux baguettes magiques. Et on ouais, peut pas parce comme que ça la en plus psychiatrie régler les c'est choses, complexe. Même une angine, tu sais, une angine Parce que toute l'être bête, humain est complexe. tu peux choper une angine virale, mais tu peux aussi choper une angine à streptocoque. Et si c'est une angine à streptocoque, tant qu'on t'a pas mis le petit machin dans la bouche avec le coton, bah tu peux pendant des années bouffer les médicaments, c'est à streptocoque, donc c'est les mêmes symptômes, mais c'est pas la même origine. Donc les médicaments marchent plus On fera un live sur les angines à streptocoque. Moi j'ai une question, parce que bon, bah, du coup ça arrive quand même assez souvent. T'as des parents qui demandent à quel âge on peut avoir une dépression. À partir de quel âge en fait? Est-ce que c'est possible un enfant qui est en dépression? Bah, dans les histoires des enfants, des femmes nées en prison, des enfants nés d'une femme en prison, ils étaient déprimés, ils avaient 6 mois. Si tu as... Donc la dépression existe chez l'enfant. Ah bah tu as des enfants, très clairement. Les expériences de still face, je sais pas si tu te rappelles de ça à la fac, le still face. On demande à des Oui. mamans d'avoir un visage complètement neutre et de n'avoir aucune expression faciale devant leur enfant. L'enfant il se met à... Alors il babille pour essayer de te faire rigoler, après il commence à s'énerver, après il se met à pleurer, après il se prostre. C'est que quand l'enfant voit qu'il n'y a aucune réciprocité au niveau de l'affection, il abandonne, il fait comme le rat, il gratte et après il se laisse couler. Et ça, tu arrives dans ce que Seligman avait appelé l'impuissance acquise. Alors ça, c'est une étude qui est hallucinante. 2 cages avec des chiens. Première cage, les chiens se prennent des chocs électriques dans les pattes, mais en appuyant sur 2-3 boutons, ils peuvent arrêter les chocs électriques. Une autre cage, les chiens se prennent des chocs électriques dans les pattes, et quoi qu'ils fassent, les chocs électriques continueront. Après quelques jours ou quelques semaines de ce magnifique traitement, on ouvre la boîte. Les chiens qui sont dans la cage où ils pouvaient arrêter les chocs électriques s'enfuient. Les chiens qui étaient dans la cage où quoi qu'ils fassent, ils se prenaient les chocs électriques, même une fois que la cage est ouverte, ils sont couchés sur le sol, ils n'essayent même pas de s'enfuir. Leur cerveau a enregistré que quoi qu'ils fassent, c'était foutu. Et là, le cerveau, il abdique. Si tu es dans une famille où quoi que tu dises, tu te feras punir, ou même quand tu hurles et tu casses des objets, tu n'auras pas de câlin, et bien ton cerveau, d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il s'éteint. Tu n'existes plus. Ton identité s'effondre, ton envie d'exister s'effondre, parce que c'est conditionnel aux volontés des parents. Et puis, puis simplement, s'il n'y a pas de contact, si tu as des parents froids qui ne te touchent pas, qui ne te câlinent pas, bah, ton cerveau s'effondre. Et ça, tu es dans toutes les théories du trauma complexe et du traumatisme précoce. Et c'est très souvent soit de la violence physique, soit de la violence psychologique, maltraitance, soit simplement du manque d'amour. Donc la carence abandonnique. Et t'es pas du tout sur le même type de dépression. C'est des dépressions plus existentielles, avec beaucoup de dépendance affective, beaucoup de dépression et de tentatives de suicide quand il y a des ruptures amoureuses, et puis cette quête permanente d'être aimé. C'est pas du tout la dépression classique de la dépression réactionnelle dont on parlait tout à D'où l'heure. l'importance de vraiment pas prendre à la légère finalement si vous sentez que votre enfant est renfermé sur lui-même, présente on va dire des signes cliniques d'un état dépressif. Voilà, faut vraiment pas prendre à la légère et peut-être que là justement il est en train de traverser une dépression et qu'il va falloir derrière trouver les solutions pour pouvoir le sortir de ce sentiment de mal-être qui est en train de s'installer chez lui. Est-ce que... Alors, du coup, Parce que là, on a un Ouais, restaurant bah, je qui regarde. nous attend. C'est pas qu'on s'ennuie, mais on a faim. Et, Non, mais je vois sur Facebook, on n'a pas d'autres... Heureusement qu'Anne-Elisabeth est là pour commenter. Hein. Ça m'intéresse c'est beaucoup, un lui. Eurolive sur la carence affective. Et ben on le fera. Ok, on fera du coup Et un ce sera Eurolive pas sur- la carence affective, ce sera Ah. le trauma précoce. Et sur les schémas. Et Et sur les schémas. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'ailleurs aussi sur Instagram? Donc, Damien s'est connecté. Utilise ton doigt de pianiste là pour. Mais j'ai utilisé, il y a Ah, rien. t'as déjà- ah, il y a Ouais, rien. j'ai regardé. Mais tu peux dire coucou aux gens. Damien s'est connecté. Ouais. Damien, c'est celui qui voulait te vendre une bagnole. Ouais. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il a réussi à la vendre la voiture? Damien, n'hésite pas à On se commenter. pose tous la question. Est-ce que tu as réussi à vendre la voiture? On a 15 minutes devant nous, As-tu- mais as-tu les photos attends, on a intimes de la On a voiture 5 minutes devant nous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ensuite, les prix du marché reviendront à la hausse. Alors j'ai mon petit post-it Ah. et j'ai marqué PQ et je ne sais plus ce que ça veut dire PQ. Et si, Pourquoi? bien vu. Ah oui, merci. Pourquoi? merci de me rappeler parce que je me rappelle pas pourquoi j'ai écrit ça. Après, sinon, si jamais il n'y a pas de questions, on peut aussi arrêter là. Tout le Neurolive repose sur ce petit post-it pour ne rien oublier. Oh, si seulement les gens savaient.
Si j'en savais. Qu'on a 3 prompteurs et... Vous aussi vous avez chaud? Il fait super chaud. Il fait 34, il fait super chaud, 34. 34. Ouais. Il fait très très chaud. J'ai pas fait exprès de mettre un truc Good Vibes Only. C'est bien pour la dépression. Par rapport à la dépression, ouais. Quoi qu'il en soit, non mais après, super important. Alors bon, déjà, merci par rapport à toutes ces explications. Comme d'habitude, donc tu nous donnes, comme toujours. Parce que t'as rien payé aujourd'hui. Les courses, c'est moi qui ai payé. Le verre en en terrasse, c'est moi qui l'ai payé. Merci sûrement, j'en sais. Merci comme d'habitude pour toutes ces explications. Donc, on vous invite à retourner voir donc la vidéo sur la dépression. Elle date de décembre. En fait, on l'avait fait genre juste 2-3 jours avant Noël. Ouais. Vous verrez, vous nous reconnaîtrez, même si on est un petit peu déguisé. Parce que du coup, il y a quand même pas mal d'explications donc, sur les différentes formes de dépression. Là, ce soir, c'était par rapport aux différentes thérapies donc, possibles pour pouvoir travailler la dépression. Quoi qu'il en soit, je pense que tu es d'accord aussi, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à se renseigner, à consulter. Ça ne veut pas dire forcément que du coup une consultation vous engage sur une prise en charge sur 10 ans. C'est pas du tout ça. Vous pouvez très bien en fait consulter un psy et un psychiatre. Mais toujours avoir un diagnostic. On ne fait pas une thérapie si le diagnostic n'a pas été posé. On va voir un thérapeute, on commence une thérapie et le mec il vous a même pas dit je pense que voilà quel est votre diagnostic. Si le thérapeute n'est pas capable de poser un diagnostic, il commence pas une thérapie. Non. Après, il peut investiguer pendant 5 séances voilà, et essayer de comprendre. Là, ça, c'est de l'analyse. Il essaie de comprendre et d'analyser. Et c'est pas grave si ça dure 5 séances. Mais on va faire comme ça, alors qu'il n'y a pas de diagnostic qui a été posé. Moi, je trouve ça un peu dommage. Et du coup, c'est pas grave. Donc, si ça met 5 séances pour investiguer votre quotidien, c'est simplement que du coup, le praticien veut vraiment être sûr de ce qui pose problème et de comment en fait il va pouvoir travailler avec vous. Ça, c'est une Mais question effectivement, je vais répondre. Mais par contre, effectivement, quelqu'un qui après 30 minutes va vous dire on va faire comme ci, on va faire comme ça, c'est finalement plus un praticien qui veut simplement en gros appliquer sa méthode et sans forcément chercher à savoir. Et qui a peut-être pris l'habitude de ne pas faire de diagnostic. Mais pour moi, c'est avoir une vision un peu simpliste des choses. Tu sais, quand j'ai fait le bouquin sur les automutilations, j'ai quand même dans ce bouquin été très obsessionnel, c'est que pour moi, il y avait 8 modèles théoriques, 8 pathologies différentes pouvant expliquer que tu t'automutilais. Il y a quand même des auteurs qui ont décrété qu'il y avait une seule raison. Ah, il y en a un, il a écrit que sur ça, l'autre qui a écrit que sur ça, puis quand tu prends tous les bouquins, tu dis, bah non, il y en a 8. Donc si tu reçois un patient en te disant, c'est forcément ça, bah tu rates, alors je sais pas quel est le pourcentage, mais il y a 7 autres portes d'entrée, peut-être beaucoup plus importantes d'ailleurs que celles que tu as décrétées, et tu te plantes. Alors entre les automutilations, il y a 8 modèles théoriques, ça se trouve on en découvrira d'autres dans quelques années, la dépression, il y a 15 portes d'accès, ce que tu veux. Pour moi, à nouveau, la pathologie, ce qui va aboutir à un symptôme, il y a 1000 portes d'entrée à un symptôme, mais un symptôme, à part dans quelques rares maladies, n'est pas significatif d'une pathologie. C'est tout. Un symptôme n'est pas significatif d'une pathologie. Exactement. Il y a des méthodes qui recommandent d'ignorer les mauvais comportements chez les enfants, notamment porteurs de handicap. Est-ce que ça pourrait déclencher une dépression? Surtout si c'est une recherche d'attention, mais de façon non adaptée. Est-ce que tu veux un spéculoos pour répondre à cette question? Je veux bien la moitié d'un spéculoos, s'il te plaît. Tu veux la moitié du spéculoos? Tu veux la moitié du spéculoos? Je prends l'autre moitié du spéculoos. J'aurais préféré l'autre moitié. Tu as vu, quand j'ai été poli, j'ai proposé l'autre moitié du spéculoos. À ces 200 personnes qui sont là avec nous dans le salon. Il y a un stade entier. Alors, moi je pars du principe que ça sert à rien en fait de mentir à l'enfant par rapport à ses difficultés, du coup par rapport en fait à son handicap. Parce que de toute façon en fait l'enfant va prendre conscience de son handicap parce que l'enfant va se comparer avec ses pairs arrivé à un moment donné. Donc quand bien même en fait les parents. Je suis désolé. Hein. Je vous en prie. C'est gentil. Mange-le. Tu en veux non, c'est bon, merci. Enfin, si, coca. Ça va un peu. Quand bien même les parents souhaitent toujours valoriser. Je fais de la recherche d'attention. Toujours. Quand est-ce que tu vas inventer ce mauvais comportement? C'est fou ça. Est-ce que moi je le coupe comme ça? Jamais. Vous avez vu? Jamais. Mais j'illustre ce que dit la personne. Quand bien même, du coup, les parents vont, et il faut absolument en fait valoriser l'enfant par rapport à ses points forts, parce que de toute façon, son quotidien va être difficile. S'il présente un handicap, son quotidien, par définition, va être difficile, malheureusement. Donc, il faut toujours valoriser l'enfant, et que l'enfant a besoin d'un espace où il va se sentir en sécurité, il va se sentir serein, par rapport en fait par rapport à sa vie, par rapport à sa propre psychologie, mais en même temps ça sert à rien de le fourvoyer par rapport en fait à ses difficultés, parce que quoi qu'il en soit, il est bien conscient qu'il n'a pas forcément les mêmes aptitudes que d'autres enfants de son âge. Donc ça, il faut en prendre conscience, et limite c'est mieux, tant mieux en fait si on en parle sans tabou à la maison. Après, s'il veut ou pas en parler avec les autres, s'il veut ou pas forcément le montrer aux autres, c'est autre chose. Mais en tout cas, à la maison, avec ses parents, il faut absolument en parler. Sinon, oui,
oui, ça arrive que du coup les enfants tendent à avoir, on va dire, tendent à aller vers un état dépressif parce que, bah oui, ils se rendent bien compte que finalement il y a tout plein de choses qui sont beaucoup plus difficiles pour eux. Et en même temps, il y a une prise de conscience, normalement, en fait, des enfants aux alentours de l'âge de 8 ans par rapport aux difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, on va se rendre compte, bah, pourquoi en fait les autres ils arrivent plus facilement que moi à faire les devoirs, pourquoi les autres ils ont le droit de faire ci et moi j'ai pas le droit. Et ça, généralement, en fait, si on n'est pas bien accompagné, bah, l'enfant, c'est normal, il va chuter. Et du coup, s'il chute, c'est là où du coup il y a aussi un impact sur la sphère cognitive, c'est que bah, s'il chute, ça ne va pas du tout l'aider à vouloir s'investir dans une bonne prise en charge pour pouvoir après améliorer ses capacités cognitives. Typiquement, bah, quelqu'un qui est en train de passer par exemple une dépression, on va pas s'attendre à ce qu'il ait d'excellentes capacités attentionnelles. Quelqu'un qui est en train de passer un état dépressif, on va pas s'attendre à ce qu'il ait de très bonnes capacités amnésiques. On va pas s'attendre à ce qu'il puisse initier certaines choses. Bah, du coup, c'est pareil pour un enfant. Donc, il ne sera pas en fait au maximum de sa forme, tout simplement, pour pouvoir s'investir pleinement dans sa prise en charge. J'ai pas encore mangé mon... Tu as une très belle prosodie, tu sais, quand tu parles. Et je pourrais parler plus lentement, mais en fait, moi, je suis toujours tenu par le temps, je me dis et tout, mais pour que la vidéo soit bien postée... Alors du coup, j'aimerais reprendre ce commentaire, parce que ce commentaire, je ne l'ai pas compris. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, en fait, dans votre question? Est-ce qu'on risque de déclencher une dépression chez un enfant quand on ignore son comportement non adapté, ou est-ce que si on l'aide à lutter contre son comportement inadapté, ça va provoquer une dépression parce que du coup, on va bloquer son comportement inadapté? Pour moi, alors, là, on va répondre aux deux. Est-ce qu'un enfant va déprimer qu'on ne corrige pas son comportement inadapté? Oui, parce qu'au moment, il va y avoir la répercussion sociale. Donc forcément, il va se mettre tout le monde à dos. Est-ce qu'un enfant qui a un comportement inadapté, quand on corrige ce comportement, ça va le bloquer émotionnellement? Parce que s'il a un comportement inadapté, c'est que ça le régule. Tu bloques ce comportement de régulation, il va tomber en dépression. C'est possible aussi. Sauf que le but, c'est pas de bloquer. Et ben, si par exemple, ce gamin, la seule façon de se réguler, c'est d'être impulsif et de casser des objets. Tu l'empêches de casser un objet en faisant un excès de zèle et d'autorité, ça bourdonne dans sa tête et tu risques d'augmenter le risque suicidaire. Sauf que là, ce n'est pas de bloquer un comportement inadapté. C'est de lui donner des outils pour réguler le comportement inadapté. Donc ne rien lui dire pour éviter qu'il déprime, il va se taper un retour de bâton social. Et bloquer le comportement inadapté, eh ben, il ne va plus pouvoir réguler ses émotions et il va être dans tous ses états. Donc pour moi, il faut bien... Sujet autiste non verbal. Ça c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et ça c'est ton truc. Moi je suis psychologue. C'est beaucoup plus compliqué. Je te laisse avec les cas compliqués. Non mais juste avant ça, je sais que c'est qui va payer le resto ce soir. Avant ça, l'enfant, évidemment, en fait, il se construit aussi avec l'image qu'on lui renvoie, forcément. Ça veut dire que, imaginons que par exemple, il est plein de difficultés, mais si autour de lui, tout le monde lui dit waouh, bravo, c'est génial tout ce que tu fais, bah, évidemment que ça va l'aider aussi en fait, à se sentir valorisé, à se sentir fort, et du coup, il va sentir qu'il est capable de pouvoir faire tout plein de choses. Il faut partir du principe qu'un enfant, s'il ne fait pas bien certaines choses, c'est qu'il ne fait pas exprès. Normalement, parce que normalement, un enfant. Ça veut déjà être fier de lui-même, ça veut rendre fier ses parents, ça veut rendre fier la maîtresse, et ça veut être aussi fier par rapport en fait, à ses camarades de classe. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il ne fait pas exprès. Si on le reprend justement par rapport à son comportement qui serait inadapté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on lui renvoie un feedback négatif. On lui dit bah non, ça c'est pas bon ce que tu as fait. Bah, il faut expliquer le pourquoi. Je sais pas si forcément en fait ça va tendre vers une dépression. En tout cas moi perso je l'ai pas vu ça. J'ai plus vu en fait des enfants qui tendraient vers une dépression, soit parce que bah, du coup ils vont présenter un profil au potentiel et donc ils vont se poser des questions d'adultes qui vont les amener en fait à ne pas, en fait ils vont pas réussir à gérer émotionnellement tout ce que ça implique et donc ils vont potentiellement développer une dépression. Ou alors c'est vraiment parce que du coup rarement chez des jeunes enfants, plus on va dire allez, à partir de 11 ans et puis sinon des ados, vraiment des ados, ils vont potentiellement en fait développer une dépression parce que c'est trop dur. Parce que c'est trop dur. On a trop d'attentes par rapport en fait à ce qu'ils sont capables de faire. Un enfant qui, exemple, est en classe ordinaire mais n'arrive pas, parce qu'en fait derrière il présente plein de 10, bah c'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup tous les jours c'est un échec pour lui. Tous les jours c'est un échec. Parce qu'il n'a pas de 12 ni 14. C'est 10. Les gens savent pas ce que c'est marrant. De quoi? Dyslexique, dyspraxie, dysorthographie. Non, mais si, tu penses que les gens savent? Ouais, ils savent.
T'as un public averti. Donc si un enfant justement donc présente un trouble des apprentissages, donc si en gros il a une dysgraphie, une dyspraxie, une dysorthographie, à ce moment-là, forcément du coup être en classe ordinaire ça va être difficile pour lui, surtout en plus s'il ne bénéficie pas d'aménagement. Donc forcément ça va être difficile parce que du coup tous les jours en fait l'image qu'on lui renvoie c'est t'aurais pu faire mieux que ça, finalement les notes c'est pas extraordinaire. Et lui-même en fait se dit mince, j'ai travaillé pendant 3 heures, pendant 4 heures et au final j'ai que par exemple un 8 sur 20. Et ça par contre ça pourrait potentiellement en fait développer un état dépressif. On est d'accord que Vincent est totalement parti. Il y a un courant d'air. Du coup moi je regarde, alors sans moyen de communication je vous inviterai un jour promis. Franchement le mieux, alors ça c'est peu importe le patient, généralement en fait on va faire 2 choses, on va s'occuper de 2 choses en priorité. C'est la communication, il faut s'assurer qu'on comprenne ce que le patient veut nous dire et qu'on comprenne justement le patient, et puis généralement l'autonomie. Du coup, peu importe en fait le profil du patient, peu importe le niveau du patient, on s'occupe d'abord de la communication, la qualité de communication avec le patient et l'autonomie, que du coup le patient puisse gagner en autonomie, parce que c'est normal, chacun d'entre nous on voudrait tendre à être autonome. Donc il faudrait d'abord en fait essayer de s'assurer, comprendre le patient, peu importe les différentes techniques de communication. Si du coup c'est un patient non verbal, donc il existe différentes stratégies de communication qui existent pour comprendre le patient, et même si finalement par exemple ces outils-là ne sont pas accessibles pour le patient, je pense par exemple au PEX, au Makaton, si par exemple ce n'est pas accessible au patient, on va essayer d'éviter les situations où le patient pourrait avoir trop de difficultés au niveau du comportement. Ça sert à rien parce que de toute façon un patient qui va avoir des difficultés au niveau du comportement pendant que le comportement est difficile, forcément il ne sera pas réceptif. Alors que tout ce qu'on cherche nous en tant que praticien, c'est déjà en fait de trouver un temps où le patient va être réceptif pour pouvoir capter finalement tout ce qu'on aurait à lui dire, tout ce qu'on aurait à lui apporter. Donc on va essayer d'éviter les situations où le patient pourrait potentiellement développer des crises ou avoir des problèmes de comportement, et on va voir pendant les moments où donc il est un petit peu calme entre guillemets comment en fait on pourrait interagir avec le patient. Voilà. Voilà. Bon.